La Première Guerre mondiale, la Der des Der, l'ultime vengeance française et la grande victoire suite à la défaite de 1871. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette première année de guerre. Contrairement à toutes les attentes, l'armée française va réussir à se sauver d'elle-même. Et c'est ce qui sera très intéressant d'étudier dans cette vidéo. Comment, d'un début de guerre catastrophique, l'armée française va réussir l'excellence, celle de tenir, celle de repousser l'Allemagne, celle de gagner la guerre. On est en 1914, on est en août 1914, la Première Guerre mondiale est sur le point d'exploser. Vraiment là l'idée ça va être de comprendre justement est-ce que par rapport à la guerre franco-prussienne ou par rapport à la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la France est prête? Est-ce qu'on peut dire que au moment où la guerre va éclater, la France est prête à se battre, la France est prête à être, on va dire, en accord avec cette guerre? Parce qu'on dit souvent que la France a une guerre de retard, ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été le cas pendant la guerre franco-prussienne, où la France se fait vite dépasser, se fait vite surprendre par des technologies militaires différentes. Là, vraiment, on est en 1914. Est-ce qu'on peut dire que, d'un point de vue militaire, en 1914, la France est prête à une guerre de 1914? On pense être prêt. On a établi des plans, on a établi des idées, on a fait des exercices militaires, on a de bons officiers, de très bons généraux et autres. Mais la France pense être prête. En réalité, on l'est pas du tout. On n'est pas prêt. On s'attend à avoir un plan allemand qu'on pense connaître et qu'on pense comprendre. On pense comprendre l'armée allemande, on pense savoir comment elle est conçue. En réalité, au moment des premiers combats de 14, on va se rendre compte qu'en fait la France va se prendre une déculottée, on va se prendre un revers de la main de la part de l'armée allemande assez rapide, de par la campagne de Lorraine et de par surtout le plan Schlieffen. On n'est pas prêt au début, on n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout là et on n'est pas du tout dans une logique de flexibilité. C'est pas du tout le plan de l'armée française, on est un objectif fixe et on pense pouvoir s'en tenir. C'est, on va dire, une réponse très catégorique de ta part de dire que finalement la France est pas du tout prête en 1914, du moins pas prête militairement. Et pourtant, la France, ça va quand même réussir à tenir. Est-ce qu'on peut, malgré le fait que tu dis que la France n'est pas prête en 1914, est-ce qu'on peut souligner quand même quelques évolutions notables, notamment, je pense, au niveau de la mentalité? C'est-à-dire que par exemple, en guerre de 1870-1871, on a une armée française qui est très fière, qui est très encore, on va dire, un peu avec des restes aristocratiques, avec des traditions militaires très anciennes, avec une façon de se battre qui n'était pas du tout adaptée. Là, on a quand même une très grosse défaite, une défaite très humiliante, hein, la guerre franco-prussienne de 1870-1871 dont on a parlé dans une autre vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même appris en partie de nos erreurs par rapport à cette guerre? Je pense notamment par exemple au niveau de la mobilisation. On entendait qu'en 1870, la mobilisation c'était un tirage au sort, que les équipements n'étaient pas adaptés. Est-ce que, déjà il y a cette notion aussi, je pense, le revanchisme qui est présent, est-ce que ces quelques éléments vont malgré tout jouer en notre faveur pour la Première Guerre mondiale? Il y a le revanchisme, comme tu l'as dit, cet esprit de 70 de se dire qu'on veut prendre la part qu'on nous a volée, c'est-à-dire l'Alsace et l'Alsace-Moselle, l'Alsace-Lorraine. Mais il y a toujours cette chose de se dire, on pense être prêt et on pense surtout qu'on va battre l'Allemand comme si on était à une guerre de 1870. Oui, l'armée française a prévu de nouveaux plans, elle a eu une évolution. On a compris que l'armée allemande à l'époque avait été très mobile, avec une bonne artillerie très mobile qui pouvait suivre l'infanterie. On a fait pareil, on a inventé le 75 mm qui peut tirer 10 coups par minute, ce qui est exceptionnel à l'époque, que les Allemands vont en prendre comme un cauchemar en première ligne. On a de l'autre côté un plan de déploiement qui est le plan 17, imaginé par Joffre et par les officiers français, d'un plan de déploiement français, ce qu'on n'a pas eu au moment de 1870, et c'est ce qui a causé une grande partie la désorganisation française. Donc en fait, en termes d'organisation, en termes de préparation, on a évolué, on s'est préparé, on a du nouveau matériel, on est prêt. Après, sur beaucoup de points, on n'est pas encore prêt. Les Allemands sont passés par un uniforme encore assez extravagant, mais ils sont passés à un uniforme gris ou noir. Nous, on a encore ce beau pantalon rouge et cet uniforme bleu bien voyant, bien saillant, avec ce chapeau rouge qu'on peut reconnaître très facilement. On a encore toujours pas de officiers. casque, toujours pas de casque d'ailleurs en 1914, c'est pas encore des casques, on est encore à la casquette française. Toujours pas de casque, toujours pas de poche réelle pour supporter du matériel, on n'a pas de poche à rechargeur ou à poche à balles pour mettre les balles en sécurité, on a encore de petites sacoches où les balles sont mises en vrac dedans ou quand faut les piocher à la main, on n'a pas encore un véritable déploiement ferroviaire efficace, on a un bon déploiement pour de l'infanterie, pour déployer des troupes, on sait très bien le faire grâce au plan 17, mais hormis le plan 17, on n'a rien du tout pour ravitailler efficacement nos troupes, on sait faire avec du cheval, de l'attelage ou quoi, mais on n'a pas encore du camion en grande quantité, le système ferroviaire pourtant civil est développé, mais militairement on a prévalu qu'on ne pouvait pas l'utiliser à très proche des lignes, donc on l'a un peu abandonné. Enfin, il y a plein de points auxquels on s'est dit, on va pas s'en occuper, le but c'est d'avancer, le but c'est pas de défendre, le but c'est de faire ce que les Allemands nous ont fait en 1870, on va leur faire dans la prochaine guerre.
Sauf qu'en face, l'armée allemande, c'est plus du tout ça. L'armée allemande sait très bien qu'il y a le revanchisme français. Elle sait très bien que la France va vouloir refaire ce qu'ils nous ont fait. Donc l'armée allemande, elle a compris, elle va préparer un contre absolu à tout ce qu'on va lui opposer, sachant très bien ce qu'on va lui opposer. C'est vraiment pertinent ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la Première Guerre mondiale comme une guerre de position, la France, une armée très défensive. Et là, ce que tu nous dis, tu nous parles du plan 17, bon, on te laissera détailler un petit peu dans quelques instants, qui est plutôt une volonté offensive française. Là, finalement, ce que tu nous dis, c'est que la France, en 1914, elle a appris, entre guillemets, de ses erreurs d'un point de vue moral sur l'armée allemande par rapport à la guerre de 1970-71, où ça a été très vite. Et là, la volonté de la France, c'est de faire la même chose. C'est de se dire, nous aussi, on va être mobile, et nous aussi, en un an, globalement, on va réussir à non pas repousser l'Allemagne, mais la pousser à se rendre exactement comme ils nous l'ont fait. Donc c'est vrai que c'est un peu, on va dire, étrange. On a ce mélange où on a tiré des leçons, où on va pas sous-estimer non plus notre adversaire, mais on pense être capable, en ayant appris de nos erreurs, de pouvoir faire la même chose très rapidement. Et c'est vrai que ça va nous porter quelques préjudices, parce que là, on parle quand même qu'il y a un meilleur plan de mobilisation, etc. Je pense que la France a quand même bien conscience que sous-estimer l'Allemagne en 1914, ce serait une grosse erreur. Et il y aura quand même, je pense, un effort supplémentaire qui va être fait de la part de la population, mais aussi de la part des politiciens. La Première Guerre mondiale éclate le 3 août 1914. 4 août 1914, on a l'Union Sacrée qui va apparaître en France. L'Union Sacrée, globalement, c'est quoi? C'est tous les partis politiques qui vont se mettre d'accord et se dire, voilà, le temps de la guerre, on va mettre nos différents côtés pour ne former qu'un. Et ça, c'est peut-être aussi des différences qu'on aurait par rapport à la guerre de 1870, où on a une stabilité en plus, peut-être permise par le revanchisme, comme t'en parlais tout à l'heure, de se dire, ok, ça va peut-être pas durer longtemps, mais ce temps-ci, on va être unis pour gagner. Et ça, je pense qu'on peut quand même noter ça comme des petites améliorations. En fait, ce qu'on pourrait presque retenir, j'ai envie de dire, c'est que les leçons de la guerre, elles sont plus mentales que physiques, dans le sens où, sur le terrain, d'un point de vue physique, on n'a pas vraiment évolué. Mais d'un point de vue des mentalités, on a quand même cette notion de se dire, on va faire plus attention, on va être moins orgueilleux. Oui, puis il y a le fait aussi que du côté... Alors tout ça, c'est du côté civil. Encore une fois, du côté civil, les industriels, pareil. Il y a beaucoup de petites industries en France qui vont s'unir sur ce qu'on appelle des groupements d'armes, qui vont donc se mettre entièrement au service de l'armée, qui vont complètement changer leur production au service total de l'armée sans poser aucune question. S'ils disent de faire des canons, on fera des canons. S'ils veulent qu'on fasse des roues, on fera des roues. Les industriels ne poseront pas une seule question. Alors c'était déjà un peu le cas la plupart du temps en cas de guerre, mais en cas de guerre, la plupart des pays avant, comme 1870, avaient des industries spécialement faites pour. Là, les industries civiles vont vraiment se dire, ok, on est en guerre, ça va être dur, il va falloir beaucoup d'armes, il va nous falloir du matériel. On pose pas de questions. Vous voulez qu'on fabrique des fusils, on fabriquera des fusils. Vous voulez qu'on fabrique des balles, on fabriquera de la balle. Même s'il n'y a pas l'expérience, même s'il n'y a pas la connaissance, ils le feront, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus ce truc de c'est pas notre rôle, est-ce que c'est vraiment une guerre pour nous, est-ce qu'on devrait le faire? Il n'y a plus de questions, c'est la guerre, point barre, on va le faire, on le fera pour notre pays. Il y a un élan patriotisme de l'Union Sacrée qui est lancé par Raymond Poincaré, qui fera un discours sur ça. Alors après, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les pays, la Russie va l'avoir, alors moins quand même, l'Angleterre va l'avoir, l'Allemagne va l'avoir. Est-ce que c'est pas finalement l'apparition du terme historique qui est beaucoup utilisé de guerre totale pour la France? C'est-à-dire de mettre tous les moyens à disposition pour la guerre pour la première fois. C'est ça, c'est ce qu'on peut appeler l'industrie de la guerre, de mettre vraiment absolument tout au service de la guerre. Toute la nourriture passe d'abord par l'armée et ensuite elle est redispatchée à la population. Les usines se concentrent sur la guerre sans poser de questions. Tous les transports possibles sont réaffectés à l'armée. Les voies de chemin de fer, certaines sont entièrement fermées aux civils, aux trains civils ou au peu de convois de marchandises qui passent pour être entièrement dédiés à l'armée. Tu parlais du plan 17, on va te laisser l'évoquer dans quelques instants, mais avant tout, l'un des derniers points forts notables qu'on peut souligner pour cette armée française de 1914, c'est les effectifs. En 1914, la mobilisation a mis sur pied une armée de plus de 3,7 millions d'hommes. Et ça, c'est un truc qui est totalement inédit, je sais même pas si dans l'histoire de France, c'est possible d'avoir une armée qui était aussi grande que celle de la Première Guerre mondiale. Alors attention, encore une fois, ça a nuancé, parce que l'Allemagne, ça va être énorme aussi, ça va être 3,5 millions d'hommes mobilisables dès 1914. Et à contrario, on aura des armées comme l'armée britannique plus Commonwealth, à eux seuls, c'est 200 000 hommes mobilisables en 1914 au début de la guerre. Donc finalement, on se rend compte que vraiment la France, elle a cette volonté, pas d'être indépendante, mais de pouvoir compter sur son armée plutôt que sur celle des autres. Et ça, je pense qu'il faut quand même en parler, que l'armée française en 1914, c'est un nombre considérable d'hommes. Et encore une fois, ça va être en accord avec le fameux plan 17 que tu nous évoquais tout à l'heure. Et globalement, du coup, volonté offensive, plan 17, ça donne quoi? Alors, pour comprendre la volonté du plan 17 et l'idée offensive qu'il a, faut se dire qu'il faut bien comprendre que l'entente qu'on a russe-Angleterre-France,
et pas c'est une idée reçue de se dire que c'est une alliance militaire. C'est pas une véritable alliance militaire. Il n'y a rien qui force nos deux alliés à se joindre à nous dans la guerre. Donc, quand le plan 17 est imaginé, donc c'est bien le 17e plan créé après 1870, la volonté de ce plan, c'est de se dire, si nos alliés ne viennent pas nous aider, il faut quand même qu'on puisse se battre, il faut quand même qu'on puisse réfléchir. Tout en même temps, il faut se dire qu'il faut qu'on puisse se battre avec nos alliés. L'idée du plan 17, c'est une flexibilité stratégique. Alors, il faut bien différencier stratégique et tactique, mais c'est une flexibilité stratégique. L'idée de se dire que les Allemands nous ont attaqués, très bien. En 1870, ils ont gagné par l'avancée, on fera pareil, on va avancer et se défendre. L'idée du plan 17, c'est une défense en Belgique, avancer légèrement en Belgique pour retarder les Allemands le plus possible et les stopper sur les lignes belges au début et ensuite sur des lignes françaises à la frontière française, tout en gardant une petite partie de la Belgique en bord de la Manche, et un assaut avec la campagne de Lorraine. Alors, les deux campagnes que vont être la campagne de Belgique et la campagne de Lorraine, en soi, sont un semi-fiasco pour la campagne de Belgique, parce que certes, les forces allemandes vont quand même énormément avancer beaucoup plus vite que ce que pensaient les forces alliées, même si elles vont prendre beaucoup de dégâts et vont quand même avoir des pertes, pas aussi grosses que ce qu'ils auraient voulu l'état-major français, mais il reste qu'ils vont prendre des pertes. Et la campagne de Lorraine va être un quasi-fiasco, étant donné que l'idée du plan 17 était que les forces françaises avancent par la première et la deuxième armée française jusqu'en Lorraine, en Alsace-Lorraine, et avancent quasiment au centre de l'Allemagne pour porter la guerre en Allemagne et non en France. Pas de chance, on va se faire repousser au moment des premiers assauts. Donc comment on peut imaginer autant d'hommes, autant de moyens déployés pour faire tout ça? C'est donc le but du plan 17. Un déploiement rapide de par l'armée de métier qui va se positionner aux frontières en grande quantité pour faire savoir à l'armée allemande qu'elle ne peut pas attaquer sans être repoussée, ou en tout cas le faire croire qu'elle ne pourra pas attaquer sans se faire repousser. Un déploiement rapide par les trains et les voies de chemin de fer de la réserve, donc mobilisation rapide de la réserve, et ensuite une mobilisation, une conscription pour pouvoir remplir les réserves que nous n'avons plus vu que nous les avons envoyées en première ligne. Ce qui fait que très tôt, en 1914, l'armée française a des troupes, comme tu le disais, énormes à la frontière. On a des millions d'hommes à la frontière, et inversement, l'Allemagne a des millions d'hommes aussi à la frontière. Les deux armées, début 14, enfin milieu 14, sont prêtes. Elles sont prêtes à se battre, elles sont prêtes à se taper dessus. Ce qui est vraiment pertinent dans ton plan, dans le plan de 1817 que tu nous expliques, c'est que en fait, et ça c'est vrai que souvent on fait un peu l'erreur à l'école d'apprendre ça, on nous dit voilà, la France se fait surprendre par le plan Schlieffen. Là ce que tu nous dis avec ton plan 17, c'est que finalement la France ne se fait pas surprendre par le plan Schlieffen en l'état actuel, puisque la France mobilise des troupes au niveau de la frontière belge. Donc c'est qu'il y avait, on va dire, cette anticipation de la part de l'état-major français de se dire la Belgique est un secteur qui peut être potentiellement, ou même qui va être potentiellement attaqué par l'Allemagne en place des hommes. En fait, je pense que l'erreur qu'on fait par rapport au plan Schlieffen, c'est de penser que Schlieffen est une surprise parce qu'on s'attendait pas à ce qui passe par la Belgique. Je pense que du coup, de ce que tu me dis, Schlieffen est une surprise parce que la violence qui va déferler sur la Belgique va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus brute que ne l'avait prévu l'état-major français. C'est ça. En fait, à l'époque, donc d'où l'idée de la guerre de retard, l'armée française pense que les forts belges qui ont été construits à la frontière allemande vont être des places fortes que les Allemands vont devoir détruire les unes après les autres. Et une fois qu'ils ont détruit une place forte, ils doivent avancer. La réalité, c'est que l'armée allemande va avancer jusqu'à une forteresse, placer de l'artillerie autour pour empêcher les défenseurs d'en sortir, et faire avancer sur le reste de son armée. Et nous, alliés que nous sommes, nous allons être un peu hébétés en se disant, mais par exemple, la bataille de Liège, l'armée allemande ne va pas s'arrêter. Ils vont s'attaquer à Liège, ils vont laisser entre 110 et 150 000 hommes autour de Liège, donc quasiment le strict minimum pour l'encercler et pour s'attaquer aux défenseurs. Et le reste de l'armée allemande, elle va continuer. Et nous, on va regarder ça en se disant, mais on n'est pas prêts. Il n'y a rien derrière Liège. Alors, il y a des troupes, mais elles sont pas du tout prêtes, elles sont pas du tout en position, elles n'ont pas les canons, elles n'ont pas du tout ce qu'il faut pour se défendre. Donc, on va se surprendre en se disant que en fait, l'Allemagne va réinventer un peu le concept. Pendant toutes les guerres qui auparavant, on a eu ce concept de on doit détruire chaque place forte, chaque ville on doit les prendre, on doit s'arrêter à chaque endroit pour se ravitailler. Non, l'armée allemande, ils vont avancer, alors se ravitailler un peu avec des difficultés, mais ils vont avancer en ignorant certaines places fortes et en prenant des risques parfois pour leur ravitaillement, mais ils vont avancer en permanence. Et là, on va regarder ça en se disant, mais c'est pas possible, c'est pas du tout la doctrine qu'on avait prévue, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. L'idée que la Belgique se fasse attaquer, c'est quelque chose aussi qu'on avait un peu prévu parce que l'Allemagne, déjà avant, avait déjà eu des crises avec la Belgique où elle avait déjà menacé la Belgique d'une attaque. Donc on savait très bien qu'en cas de guerre, la Belgique se rallierait à nous. Même si elle avait des doutes, nous on était quasiment sûr qu'elle se rallierait à nous. Là c'est vraiment pertinent ce que tu dis parce que finalement là tu viens d'évoquer finalement tous les vieux démons de la guerre ancestrale et qui suit la France, c'est cette volonté voilà de faire des places fortes.
On en parlait en off de la vidéo, et c'est vrai que c'est super intéressant de l'évoquer. À l'époque, il n'y a pas encore cette doctrine de faire des bunkers. Il y a la doctrine de la tranchée, etc. Mais là, on est en 1914, on n'est pas du tout dans une guerre de position. Les seules places fortes, c'est quoi? C'est pas des bunkers, c'est pas du béton, c'est finalement des citadelles, c'est des forts. Alors, c'est plus vraiment les forts étoiles, on est plutôt sur des forts Vauban qui sont quand même un petit peu améliorés. Et quand même, les Français, ils sont pas non plus idiots. Les forts sont rééquipés avec de l'artillerie, mais de très bonne qualité, je pense qu'on peut quand même le dire. Mais voilà, encore une fois, vraiment, on compte sur un fort pour maintenir l'avancée d'une armée en 1914. Et comme tu dis, c'est plus du tout en adéquation avec l'époque, puisque finalement, l'armée, elle voit qu'il y a un fort en face, au pire, elle le contourne, au mieux, elle le combat, mais encore une fois, voilà, c'est les débuts de l'aviation, c'est les débuts de l'artillerie très longue portée. La citadelle, le fort en l'état actuel, ne joue plus du tout le rôle qu'il jouait avant, ça n'a vraiment plus la même utilité. Et encore une fois, c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec le plan 17 que tu nous évoques. Il y a une volonté offensive, mais d'un côté, on compte beaucoup sur les forts pour stopper l'ennemi, on rééquipe les forts avec du bon matériel, du coup, ce bon matériel n'est pas en première ligne. Il y a beaucoup de forts en France encore aujourd'hui, vous pouvez visiter, on avait visité nous le fort de Condé à l'époque, mais il y en a partout, autour de Soissons, etc. Des places fortes rééquipées et prêtes, on va dire, à tenir pour ralentir les Allemands, mais encore une fois, c'est pas ce qu'il faut en 1914, je pense qu'on peut le dire. Le bouclier et l'épée, c'est quelque chose de très vieux, mais c'est surtout quelque chose qui a montré qu'en fait, à la longue, l'épée gagne en fait. C'est bien de pouvoir faire des forts de toujours plus gros, toujours plus défensifs, toujours plus lourds, mais en fait, l'artillerie, tout ce qui lui suffit, c'est un calibre plus gros, une pièce d'artillerie qui peut tirer plus loin. Et évidemment, le fort, ça devient, je vais pas dire inutile, mais ça devient une place pas si fortifiée que ça devient plus un point d'étau, un point de pivot par rapport à des lignes de défense. C'est pour ça que plus tard on va prendre de la tranchée ou quoi, qui va être beaucoup plus simple à construire et beaucoup plus simple à entretenir et à placer qu'un gros fort qui doit être bien défendu, qui doit être bien armé, avec beaucoup de troupes à l'intérieur, comme tu le dis, avec une grosse artillerie pour pouvoir se défendre. Enfin, c'est une différence de doctrine qu'on va vite se rendre compte, que l'armée française va vite se rendre compte dès la fin 14, dès le début 1915. On va se rendre compte qu'en fait, c'est bien d'avoir des forts, mais en fait, ça sert à rien s'ils sont pas en première ligne. Et si l'armée ennemie, en fait, les ignore quasiment et continue d'avancer, ça sert strictement à rien. Exactement, parce que tu parles de forts en première ligne. Il y a des forts quand même pendant la Première Guerre mondiale qui vont jouer un rôle clé. Faut vraiment pas imaginer, quand je dis une citadelle, faut pas imaginer ça pont-levis, truc en bois comme à l'époque du Moyen-Âge. Il y a par exemple le fort de Douaumont qui va être un rôle XXL durant la Première Guerre mondiale, un massacre des deux côtés qui va être très pénible à prendre. Mais voilà, comme tu dis, c'est vraiment un fort sur je sais pas combien d'autres qui va être en première ligne, vraiment bien situé. Mais encore une fois, la majorité des forts qui étaient en France ne vont pas être en soi tellement utilisés ou tellement utiles durant la Première Guerre mondiale. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Il y a quand même un budget, comme tu dis, un fort c'est très long à construire, et voilà, faut le fortifier, etc. S'il est contourné aussi, on a l'artillerie très longue portée, le fort devient rapidement obsolète. C'est surtout que l'exemple du fort de Vaux et le fort de Douaumont est un très bon exemple, avec donc la zone de Verdun. C'est un très bon exemple parce qu'en fait, la zone de Verdun, qu'est-ce qu'elle a comme différence avec tous les autres forts qu'il y a dans la région, que ce soit Belgique ou dans le nord, ou tout ce qui va être Marne et Moselle, enfin Marne et autres, c'est l'idée que c'est Douaumont, Vaux et Verdun, c'est une ligne de fort. Ce n'est pas un fort tout seul. Ce qui fait que Douaumont, Vaux et Verdun se défendent très bien, c'est que si tu attaques Douaumont, Vaux et Verdun vont défendre. Si tu attaques Vaux, c'est Douaumont et Verdun qui vont la défendre. Donc en fait, tu ne peux pas juste. C'est pas un fort tout seul. Il a toujours un soutien à côté de lui. Si tu veux t'attaquer à Verdun, faut que tu prennes Vaux, faut que tu prennes Douaumont, faut que tu prennes les tranchées qui autour, faut que tu prennes les petites fortifications, faut que tu t'attaques à l'artillerie. C'est un dispositif entier où tout le monde se soutient entre eux. Le défaut des forts au tout début de la guerre, c'est que ce sont des fortifications qui sont isolées, comme on l'a visité avec le fort de Condé, mais ce sont des zones isolées, seules, au milieu de grandes... Alors, des fois, qui voient effectivement, qui voient assez loin, qui peuvent surveiller des plaines, mais ce sont des forces seules. Ils sont isolés, il n'y a personne pour aller les soutenir, il n'y a pas de force... la force la plus proche, elle est à des kilomètres, et certes, elle peut peut-être tirer avec un peu d'artillerie, mais elle peut pas supporter plus que ça. Donc il suffit que le fort soit encerclé, que les défenseurs puissent rien faire. Tout ce qu'a à faire l'armée allemande, c'est attendre que les mecs soient affamés, et puis ils vont se rendre, ou alors ils vont lancer une charge. On t'en parlait à l'exemple du fort de Liège. Voilà, c'est ça exactement. C'est l'exemple du fort de Liège, c'est l'exemple de la bataille de Liège, où il y a plusieurs lignes de fortification, certes, autour de Liège. En soi, ça fait un gros fort. Mais en fait, chaque petit fort va être assiégé de chacun de son côté. Et en fait, une fois qu'un seul des forts ne pourra plus soutenir celui qui est à côté de lui, c'est fini, en fait, c'est terminé. Toute la ligne, elle va s'effondrer, et tout ce que les Allemands vont faire, c'est continuer d'avancer. Donc là, finalement, de ce qu'on comprend, ce début des guerres août 1914, il commence relativement mal pour la France. On a un Schlieffen qui est beaucoup plus violent que prévu, qui avance beaucoup plus vite que prévu. Le fameux plan 17 qui prévoyait d'avancer en Alsace-Lorraine, comme tu nous le disais, c'était vraiment le secteur où les Allemands nous attendaient plus. Donc secteur fortifié avec des troupes qui étaient plutôt expérimentées. On parle souvent de la guerre de position comme une guerre très meurtrière, très dure, etc. au niveau de la Première Guerre mondiale. Mais on a tendance à sous-estimer à quel point 1914 pouvait être une période meurtrie dans cette guerre et que très rapidement l'armée française va connaître des pertes terribles durant ses premiers jours de bataille. Là je vais prendre un exemple.
l'événement militaire du 22 août 1914. Donc on n'est même pas à 20 jours après la Première Guerre mondiale. La France, encore une fois, dans cette volonté offensive en Lorraine, défensive, etc., va subir une journée terrible. 27 000 soldats français vont être tués en une seule journée seulement. C'est vu encore aujourd'hui, 22 août 1914, comme l'un des plus gros carnages de l'armée française. On entend même parler, c'est 7 fois plus élevé que le nombre de soldats alliés tués lors du 7 juin 1944, le jour du débarquement de Normandie. Donc cette seule journée du 22 août 1914, c'est beaucoup plus de pertes finalement que par exemple le 6 juin 1944, qui est un événement extrêmement parlé au niveau de la libération, etc., un événement terrible au niveau des pertes. Mais dites-vous bien que ce 22 août 1914, l'armée française à elle seule va perdre plus de monde que tous les alliés réunis le 6 juin 1944. Et c'est là où on se rend compte, encore une fois, que cette première guerre mondiale, elle est totalement meurtrière dès le départ. On pense que c'est la guerre de position, les tranchées, l'artillerie, etc., qui va faire un massacre. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais il faut bien avoir conscience que dès le début, dès 1914, la guerre de mouvement prévue, le fameux plan 17, comme t'en parlais, d'attaquer en Alsace-Lorraine, bah finalement, il va être terrible. Est-ce que c'est, encore une fois, l'orgueil français qui entre en jeu? Est-ce que c'est les généraux qui avaient cette volonté, encore une fois, de sous-estimer l'ennemi, de penser qu'ils allaient prendre l'Alsace? Un élément qui est extrêmement évoqué comme terrible au niveau des pertes françaises, tu parlais de l'artillerie longue portée, etc. Mais il y a aussi une arme qui va faire très mal aux troupes françaises, c'est l'arrivée en nombre des mitrailleuses. C'est ça. Pour comprendre ce genre de mort et ce genre de massacre, comme on peut le dire, c'est une différence de doctrine. En fait, le début de la guerre, c'est deux doctrines qui viennent s'opposer, deux doctrines qui n'ont pas encore pu réellement tester dans des guerres face à face. C'est deux points de vue complètement différents. Le point de vue français est d'une mobilité grâce à une artillerie de campagne et grâce à une puissance de feu certes réduite, mais beaucoup plus simple à déployer et à pouvoir en l'utiliser en plus grande quantité. Le but de la doctrine allemande, c'est de l'emploi d'une artillerie extrêmement lourde, de positions très bien reconnues, de savoir exactement où tirer et surtout que chaque salve soit entièrement meurtrière, soit un déluge de feu pour l'adversaire. On le voit donc, comme tu le disais, avec la bataille de Lorraine, où ils vont perdre énormément d'hommes, où lorsqu'une troupe de l'armée française va rencontrer une troupe de l'armée allemande, les deux vont se faire face, vont ouvrir le feu l'une sur l'autre, vont chercher des positions à défendre, des positions à tenir. Lorsque les Français vont appeler leur artillerie, ils vont demander à ce que des canons soient déployés. Des canons vont être déployés quelques kilomètres en arrière des lignes françaises pour ouvrir le feu en tir direct. Donc le canon est directement pointé sur la cible pour détruire l'adversaire. À l'inverse, les Allemands, ils vont contacter leur artillerie à très longue distance, leur expliquer où est l'ennemi, ils vont expliquer où est l'artillerie française parce qu'ils peuvent la voir au vu de la proximité auquel est l'artillerie française, et une fois que c'est fait, l'artillerie allemande va procéder en 2 points. La première, c'est que le déploiement allemand de l'artillerie, c'est un chef d'artillerie pour 5 à 8 batteries. La première batterie est dirigée directement par le chef d'artillerie. Le chef d'artillerie va tirer un premier coup de feu pour savoir à peu près où est l'adversaire. Il va tirer un second coup de feu. Une fois que ces 2 coups tirés, entre la position que l'infanterie a donnée de l'ennemi, la position du premier coup et la position du deuxième coup, ça fait une triangulation. L'artillerie sait donc où se trouve l'adversaire exactement, toutes les pièces d'artillerie peuvent tirer, et là c'est un bain de sang qui est déployé, face à un bain de sang qui est fait à l'ennemi. C'est une pluie de feu mortelle de canons très lourds qui vont tirer sur les troupes françaises. À l'inverse, lorsque les troupes françaises vont tirer, elles vont tirer sur l'infanterie adverse. Elles peuvent pas tirer sur l'artillerie allemande qui, elle, est positionnée extrêmement loin et qui est très bien retranchée et qui sait et connaît exactement la région où elle est grâce à une reconnaissance en amont. C'est la grande différence entre les deux doctrines. Une doctrine d'assaut rapide et une doctrine d'assaut et de défense lourde. Est-ce qu'on peut dire, dans ce début 1914, qu'il y avoir une prise de conscience rapide de la part de l'état-major français, des officiers français? Un terme qu'on entend beaucoup, et il me semble qu'il apparaît même à cette époque-là, c'est le terme de limogeage. En gros, rapidement, évincer, et ça c'est un truc qui est assez nouveau dans l'armée française, historiquement les officiers français restaient en poste malgré les erreurs, que là en 1914 il y a quand même cette mentalité de se dire, si cet officier n'est pas bon, on va l'écarter et donner la place à quelqu'un d'autre. Ça va être l'arrivée par exemple de nouveaux officiers comme Pétain, etc. qui vont se faire connaître grâce à ça. Mais est-ce qu'on peut dire que vraiment ce début de guerre 1914, l'état-major français il prend conscience de ça, ou est-ce que justement ça va être un petit peu long au niveau de la réaction? Alors non, ça va être même quasiment immédiat, puisque en septembre 14, il y a ce qu'on appelle les grands limogeages, où 40% des officiers français vont être limogés, ce qui est gigantesque, hein. La seule perte d'officiers aussi grande, c'est les purges staliniennes, on n'a jamais vu d'autres. C'est un énorme limogeage de toutes les troupes, de tous les officiers qui vont être immédiatement remplacés par de nouveaux officiers beaucoup plus jeunes et beaucoup moins, certes expérimentés, mais peut-être plus inventifs et plus créatifs, comme tu le dis, avec des gens comme Pétain. Et c'est un moment où l'armée française va comprendre qu'en fait cette doctrine n'est pas du tout la bonne, qu'il faut qu'elle replie ses troupes en vitesse de la zone de Lorraine, parce qu'il faut bien comprendre que la zone de Lorraine qui est attaquée, c'est la zone entre donc Metz-Thionville et Strasbourg, qui est une zone certes non défendue par l'armée allemande, en tout cas non fortifiée par l'armée allemande, mais qui est une zone reste qui fait un espèce
de boîtes avec toutes les montagnes qui est autour. Une fois qu'on est dedans, en sortir, c'est extrêmement compliqué à cause de tout le vallonnement de la région. C'est très dur. Donc Joffre va vite sauver toutes ces troupes-là et va vite faire remplacer tous les officiers de ces troupes-là sans les limoger. À l'inverse de ce qu'il a fait pour les autres. Il va pas limoger les officiers de la bataille de Lorraine parce qu'il va les redispatcher à des postes moins combattants et à des postes plus administratifs pour qu'on garde leur expérience sans pour autant qu'ils refassent les mêmes erreurs qu'ils ont eues. Donc il y a une espèce de turnover entre des officiers plus jeunes, plus créatifs, des anciens qui n'ont quasiment rien fait ou qui ont eu de trop grosses défaites, tout en même temps en gardant des anciens expérimentés et qui n'ont pas été si incompétents que ça. Donc il y a une espèce de mélange dans l'armée française pendant un mois et demi. D'ailleurs, c'est vraiment inédit, comme tu dis, de se retrouver avec des officiers beaucoup plus jeunes, issus de traditions militaires qui sont pas forcément les mêmes que les anciens officiers. Finalement, est-ce que c'est pas un peu le début de l'armée moderne pour la France? C'est vraiment pour ça que la Première Guerre mondiale est vraiment captivante. C'est le début d'une armée un peu moins aussi de noblesse, un peu moins. Il y a encore beaucoup de personnes qui datent d'une époque un peu révolue de la France, qui sont encore de familles nobles, d'anciennes familles d'officiers, où on s'est dit que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père avaient été de grands officiers de l'armée française, donc forcément le fils, petit-fils, arrière-petit-fils va forcément être lui aussi un grand officier. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on va se rendre compte que pas du tout, et qu'il faut aller chercher dans du sang beaucoup plus jeune, du sang beaucoup plus neuf, et du sang peut-être moins expérimenté, ou même peut-être avec des gens qui n'ont pas de famille d'un militaire, qui n'ont pas une famille avec une expérience militaire, et c'est là où on va se rendre compte que finalement aller piocher dans toutes les strates de la société, dans toutes les expériences possibles, peut apporter quelque chose de formidable. C'est dans ce genre de personnages qu'on va trouver les premiers qui vont théoriser l'emploi du blindé, l'emploi et la fabrication du char d'assaut, l'emploi de l'aviation comme d'une aviation de combat et de bombardement, l'emploi d'une artillerie qui collabore avec son infanterie encore plus que ce qui est déjà fait. Enfin, on va avoir des idées qui vont surgir et qui n'avaient soit été simplement théorisées ou qui n'avaient même pas été proposées par qui que ce soit ou imaginées par qui que ce soit. C'est un renouveau dans l'armée française. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr, parce que finalement, là, tout ce qu'on dit comme quoi l'armée française n'était pas prête en 1914, ça se voit au niveau des officiers, puisqu'il y a tous ces changements qui sont finalement nécessaires. C'est pas par pur plaisir, je pense, que l'armée française évolue, c'est vraiment sous la contrainte de se dire, là, on n'est pas bon. La Première Guerre mondiale commence mal pour la France, bien qu'il y ait ce revanchisme, etc., ça fait pas tout, il va falloir encore plus évoluer. C'est ça, c'est une idée d'évolution, qu'on va retrouver aussi dans nos industries. On va commencer à fabriquer de l'avion peut-être en un peu plus grande quantité, en se disant que finalement, c'est peut-être pas tant une idée si farfelue que ça que d'envoyer un homme là-haut et de reconnaître les positions adverses, voire mieux, de pouvoir assoler les positions adverses plus tard, qu'on verra vers 1915-1916, en employant des avions qui enverront des petites piques, voire des grenades depuis le ciel pour essayer de planter ou de tuer un adversaire. On va avoir une évolution de l'artillerie, avec une artillerie peut-être certes un peu plus grosse que le simple canon de 75, mais on va pas abandonner le canon de 75 en se disant il est parfait pour remplacer des positions qu'on a perdues et d'avoir besoin d'une artillerie qui reste mobile, une artillerie qui a besoin, par exemple, si elle tire, de pouvoir se déplacer immédiatement après et de pouvoir se replier et se déployer à un autre endroit. Donc, plus la guerre va avancer, plus on va apprendre de nos différentes défaites et de ce qu'on pensait être la guerre moderne, comme on le pensait avoir. Même si, faut être sincère, la guerre moderne que pensait la France, c'est 1870, version 1914. On s'attend. Sincèrement, si on avait une nouvelle guerre de 1970, on serait prêt. On était prêt à ce moment-là. Mais bon, on avait quasiment 40 ans de retard, quoi. Qu'est-ce qui va sauver du coup cette France en 1914? Est-ce que c'est la capacité de réadaptation qui va être relativement élevée? Parce que là je parlais de août, toi tu nous parles de septembre au niveau des grands limogeages. C'est vraiment ce mois de déclic, on va dire, qui va faire que la France, à partir de septembre-octobre 1914, va être en mesure militaire de tenir de manière plus sérieuse contre l'Allemagne. Qu'est-ce qui va vraiment faire qu'à la différence de la guerre franco-prussienne ou à la différence de la Seconde Guerre mondiale, on va réussir à la tenir cette année 1914? On va pas avoir ce mouvement de panique comme on peut connaître en 1940. Est-ce que, je sais pas, c'est les effectifs, c'est quoi, c'est la prise de conscience? Ou c'est un tout peut-être? C'est un tout, et en même temps, c'est pas un tout. Il y a le fait qu'on a de très grands officiers qui sont nommés à la tête de l'armée française. On a un Foch qui commence à arriver, on a un Joffre qui avait certes eu des défaites, mais qui, à un moment de la bataille de Lorraine, sauve entre 200 et 250 000 hommes. On va avoir un repli des troupes belges qui va être quand même assez incroyable. Les forces britanniques qui vont renforcer leur présence dans la mer en bloquant le passage. On va avoir une succession d'événements qui, certes, sur le terrain, est une défaite, mais qui est relativisée par de petites victoires et surtout l'arrivée de gens qui vont motiver, qui vont tous nous motiver. On se dit, ok, on a pris des revers,
mais c'est que le début. C'est que le début. On peut encore leur mettre, nous, on n'est pas fini. On a encore beaucoup d'hommes, on a encore sauvé beaucoup de matériel, on est en train d'apprendre. Il y a de tout nouveaux officiers. L'État est tout derrière nous, la population est derrière nous, l'industrie est en pleine effervescence, les Britanniques nous soutiennent en mer. À ce moment-là, les Russes vont entrer dans le conflit un peu plus tard. Après, c'est quelque chose qui va chuter avec le temps. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on dit, c'est bien on parle de 1914, début 1915. Après, effectivement, on va voir la guerre de tranchées, le moral va baisser énormément, ça va devenir ce qu'on appelle l'industrie de la mort, avec les mitrailleuses qui vont encore plus se développer, l'artillerie qui va encore plus se développer, les positions fixes qui vont arriver, donc le moral va encore baisser. Mais il y a un sursaut, il y a un regain au tout début de la guerre qui fait que la France ne va pas baisser les bras et la France va s'appuyer sur les petites victoires qu'elle a et sur cet esprit de revanchiste de se dire c'est pas fini. Ils nous ont mis notre pâté en 1870, on va leur remettre la leur. Donc on a quand même, je pense qu'on peut quand même dire en toute impartialité qu'on a eu chaud dans ce début de guerre, on a eu Oui. on s'est fait peur. Oui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression que finalement l'histoire se répète, on se fait surprendre très rapidement dès le début, sauf que la Seconde Guerre mondiale, la mobilité est encore beaucoup plus élevée que durant la Première Guerre mondiale, ce qui fait que l'armée française n'arrive pas à se réadapter. En fait, ce qui est un peu frustrant, mais ce que la Première Guerre mondiale nous montre, c'est que quand la France arrive à s'adapter, comme elle l'a fait durant la Première Guerre mondiale, elle arrive à tenir son front, elle arrive à tenir d'un point de vue militaire, elle arrive même mieux qu'à tenir, c'est évoluer, parce qu'on va voir l'arrivée des casques français, on va voir l'arrivée des nouveaux uniformes français, on va abandonner le pantalon rouge, etc. T'en avais beaucoup parlé. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu frustrant avec la France, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de ce temps d'adaptation, comme si, c'est vrai, on utilise beaucoup l'expression une guerre de retard. Mais finalement, la Première Guerre mondiale, c'est ni plus ni moins que se faire surprendre comme en 1870, mais heureusement qu'on aura cette capacité d'adaptation cette fois-ci. Il faut toujours se dire que la France, stratégiquement, on est toujours prêt. Tactiquement, on l'est pas. À chaque fois, stratégiquement, comme on le voit avec le plan 17, on est prêt. Par exemple, un exemple bête, c'est l'annexion du Luxembourg. Dès le début de 1914, l'Allemagne annexe le Luxembourg pour ne pas avoir ce lance planté dans le flanc du dispositif allemand. Eh bien, l'état-major français va pas du tout être surpris. Il va se dire, ok, c'est bien, le plan 17 prenait en compte le fait que le Luxembourg se fasse annexer. Pas grave, ok, on est prêt. Les Allemands rentrent en Belgique, ok, le plan 17 le prenait en compte. On est bon, ok. Il y a des troupes allemandes en Lorraine qui sont prêtes, pas grave, le plan 17 le prend en compte. Par contre, quand on va arriver au premier contact, là, le plan 17 il servira strictement plus à rien parce qu'il y a plein de choses auxquelles on s'attendait pas. On s'attendait pas à une telle puissance de feu allemande, on s'attendait pas à rencontrer des Allemands aussi bien préparés, aussi bien équipés, on s'attendait pas à rencontrer autant d'Allemands, enfin, on n'attendait pas à ce que les Allemands avancent si vite. Donc à chaque fois, en fait, que ce soit Première ou Seconde Guerre mondiale, il y a une surprise tactique, mais une réaction stratégique très bonne. C'est toujours sur le plan tactique qu'on va devoir improviser, s'améliorer. Cette surprise qu'on a de se dire ah merde, finalement les Allemands tactiquement sont bien meilleurs que nous. Stratégiquement on est plus fort qu'eux, mais tactiquement ils sont meilleurs que nous en fait. Donc voilà. Mais il y a une évolution ensuite plus tard dans le conflit qu'on verra pas là, mais il y aura une évolution plus tard qu'on va faire, qu'on va rattraper toute cette situation. Mais oui, il y a toujours cette surprise qu'on a de découvrir un ennemi qui est finalement peut-être plus fort que ce qu'on aurait cru. Ah mais tout à fait, parce que là encore une fois, bon c'est pas le but de la vidéo, mais si on parle un peu de la bataille de Verdun, on voit bien que les Français, une fois qu'ils sont en position, une fois qu'ils sont face aux Allemands, il y a ce combat qui est terrible pour les Allemands, où ça devient impossible quasiment d'avancer pour eux, et c'est des pertes terribles des deux côtés, puisque les deux armées... Encore une fois, le but c'est pas de dire l'armée allemande est meilleure, l'armée française, voilà, quelle armée vaut mieux que quoi, c'est vraiment de comprendre justement comment ce début de guerre a pu mal partir, mais c'est rattrapé convenablement par la suite, et a permis cette grande victoire qui sera celle de la Première Guerre mondiale. Il y a ce truc, comme tu le dis, Verdun c'est un bon exemple que finalement la grande stratégie française a très bien fonctionné face à la tactique allemande qui ne pouvait rien face à une stratégie si développée. Et à l'inverse, au moment de la bataille de Lorraine et de la bataille de Belgique, la tactique allemande a prévalu sur la stratégie française. Donc c'est des événements qui vont faire que, comme tu le dis, il n'y a pas d'armée plus forte. On n'est pas là pour dire quelle armée est plus forte, mais chaque armée a ses avantages et ses défauts. Or, voilà, les Français on est très bons stratégiquement, les Allemands sont très bons tactiquement. Ouais. Les deux sont capables d'apprendre et les deux ont été capables d'après évoluer de manipuler la guerre d'une nouvelle manière. Mais bon, mais voilà, ouais. Non, mais le début de la Première Guerre mondiale est très intéressant parce que, comme tu le dis, il y a ce truc on voit toujours la bataille de Verdun, les tranchées, les avions qui passent dans le ciel et les bombardements, le No Man's Land. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, le début de 1914, c'est des mecs qui marchent en colonne, qui marchent vers l'ennemi, qui se déploient derrière des buts et des positions défensives, qui se tirent dessus à grands coups de fusil, qui apportent des canons qui se tirent dessus, des gros obus qui leur tombent dessus. Enfin, c'est la guerre, mais comme, alors je vais pas dire napoléonienne, parce que les mecs restent pas en rang, mais ça reste de la guerre très mobile et de déploiement qui va en fait très rapidement bifurquer sur une guerre de position parce que l'artillerie, les mitrailleuses, les canons, l'aviation, tout ça devient tellement violent que
voilà, ça sert plus à rien. On comprend qu'avoir un mec au milieu d'une plaine qui tire avec son fusil, bon bah il va se faire vaporiser 12 fois par une pièce d'artillerie, une mitrailleuse et tout ça. Donc c'est l'industrie, c'est ce qu'on appellera l'industrie de la mort. Si la mort devient tellement simple, tellement en grande quantité que c'en est de l'industrie. C'est une industrie mortelle. Encore une fois, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est autant valable pour les Français que pour les Allemands, finalement, ce genre de Oui, bien sûr, faut pas se dire que l'armée. Effectivement, dans la vidéo, on dit beaucoup que l'armée française, enfin l'armée allemande avance, elle a des victoires. Et effectivement, au début de la guerre, elle a beaucoup de victoires. C'est ce que je dis, elle a de grandes victoires, mais nous, on a plein de petites victoires qui fait qu'on tient. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas, Baden. Mais je t'en prie.